C'est pas, je pense que le CHU nous a tous formés et on tient tous à ce que le CHU aille bien. Alors, on va appeler maintenant Gilles Bontemps. Donc, alors Gilles Bontemps, on a beaucoup de retard, donc on va lui donner 1 heure et demie de temps. On le remercie beaucoup. Donc, tu es médecin à la CNAM. Tu as beaucoup travaillé sur à la NAP, enfin tout ça, le développement de la chirurgie ambulatoire, etc. Et ton topic actuellement, depuis plusieurs années maintenant, tu as mis en place Visushir, qui est un outil formidable. Et donc, nous te donnons la parole sur ce besoin de transparence, nouveau paradigme pour la interrogation. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens et mesdames et messieurs, merci tout d'abord de m'avoir invité pour conclure finalement cette session très intéressante où je vais essayer au travers de mon propos concilier finalement les éléments macro qui ont été déclinés au début de cette session avec des éléments un peu plus macro et effectivement un peu plus opérationnels. Alors, quand on évoque la transparence sur le système de santé, ça renvoie forcément à la question de la transparence sur les données de santé. Vous savez, celles qui sont utilisées à la fois pour l'information et pour le pilotage du système de santé, qu'elles soient utilisées au niveau national, au niveau régional, au niveau d'un territoire, au niveau d'un établissement ou au niveau d'un professionnel de santé. Et la France, par rapport à l'utilisation de ces données médicales, c'est le seul pays au monde qui présente quatre avantages effectivement simultanés. Le premier de ces avantages, c'est probablement la plus grosse base de données de santé au monde. Je rappelle, la population française, c'est 69 millions d'habitants, c'est à l'identique de la Grande-Bretagne. Et par rapport aux pays avec lesquels on se compare souvent, il y a plus que l'Italie, puisqu'on est à 59 millions, l'Espagne 48 millions et le Canada 40 millions, et encore plus par rapport à d'autres pays pour lesquels on se compare, d'autres continents, qui est l'Australie avec 27 millions et le Danemark de 6 millions. Donc là, on a probablement l'une des plus grosses, voire la plus grosse base de données de santé au monde. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, on a l'exhaustivité des données, c'est-à-dire c'est lié au statut de l'assurance maladie obligatoire, qui, je le rappelle, est un régime assurantiel obligatoire. Donc, toute personne résidant sur le territoire français est couverte par l'assurance maladie obligatoire, qu'il cotise ou non dans un système dans le système de santé. Donc, toute personne résidente, donc les 69 millions, sont effectivement couverts par le régime assurantiel obligatoire à la différence d'autres pays, par exemple les États-Unis, vous savez qu'il y a plusieurs régimes assurantiels liés à leur système de santé. Et ces régimes assurantiels, elles ne communiquent pas forcément entre eux. Quand vous avez le régime Medicaid, qui est effectivement sur les indigents, ou le régime Medicare, qui est sur les plus de 65 ans, ils ont des bases de données spécifiques qui ne communiquent pas forcément entre elles. Le troisième élément, qui est la centralisation des données, vous savez que on est un pays très centralisé depuis Louis XIII et on a évoqué les problématiques de la déconcentration-décentralisation. Et quand on regarde avec d'autres pays qui sont autour de nous, que sont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, eux, ce sont des pays régionalisés. Donc, ils ont leur base de données régionale. Et pour avoir travaillé notamment avec l'Italie, avec l'Espagne, c'est extrêmement difficile de faire des projets nationaux, puisqu'en fait, on ne peut pas faire des projets nationaux, puisqu'il y a des bases régionales qu'on construit à partir d'indicateurs qui ne sont pas forcément les mêmes entre les régions. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une étude plutôt prospective piloté par exemple en Italie par Rome, par le ministère Rome, qui demande à chacune des régions de l'Italie de construire la base de données par rapport à cet objectif. Nous, on n'a pas cette problématique-là, puisqu'en fait, on peut utiliser les données rétrospectives dès lors qu'effectivement, on est sur un pays centralisé. Et le quatrième élément, qui n'est pas un des éléments moindres, c'est qu'on a la gratuité de l'accès aux données, c'est-à-dire la quasi-gratuité du PMSI en France, alors que quand vous voulez travailler avec deux autres pays, notamment les pays anglo-saxons, vous devez acheter les bases de données. Et ça, c'est souvent très onéreux. Donc là, en France, on a au moins cet avantage par rapport effectivement à cette gratuité de l'accès aux données. Alors, on devrait être les premiers finalement au monde. Et puis quand on regarde l'utilisation des données médicales, finalement, on a un retard français qui est lié à un phénomène, à mon sens, multiculturel sur l'utilisation de ces données de santé. Premièrement, on n'a pas la culture de l'utilisation ou de pilotage par les données. Je reprends sur le PMSI. 18 ans s'est écoulé entre la première circulaire ministérielle demandant le recueil des données et la première utilisation à des fins tarifaires via la T2A. 18 ans, c'est extrêmement long par rapport à l'utilisation effectivement de ces données.
Je rappelle aussi l'exemple de présentation classique d'un établissement de santé. Quand vous demandez à la Pitié-Salpêtrière de se présenter ou quand les journaux présentent la Pitié-Salpêtrière, on dit bah, il y a 500 lits de chirurgie. On ne dit pas il y a 26 000 d'actes de chirurgie qui ont été pratiqués dans cet établissement par an. Ils ont posé près de 200 prothèses totales de genoux et ces prothèses totales de genoux ne sont réhospitalisées que dans 3,5% des cas. Donc ça, ces informations-là, spontanément, et j'ai souvenir quand même il y a 10 ans d'avoir eu un échange un peu, j'allais dire, hors sol avec, avec la directrice de la maternité de Toulouse. Je lui ai demandé de présenter son établissement. Elle me parlait de lit d'obstétrique. Mais je lui ai demandé, vous faites combien de naissances par an? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas combien il y avait de naissances dans son établissement. Alors n'en parlons pas du taux de césarienne ou des taux d'épidurale, même pas. Non, on est sur des éléments. La culture du lit en France et effectivement des capacités est encore extrêmement prégnante. Le deuxième élément qui me semble important à mettre en exergue, c'est qu'il n'y a pas de culture des résultats. En France, on est surtout dans des indicateurs de moyens et pas forcément de résultats. Et si on a des indicateurs de résultats, ils sont souvent sans conséquence. Il faut savoir que 4% des établissements en France ne sont pas certifiés par la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire la Haute Autorité de Santé certifie que ces établissements ne sont pas de qualité et de sécurité. Et pourtant, ils sont autorisés à fonctionner et pourtant, les prestations sont remboursées par l'assurance maladie. Et on peut dire exactement la même chose par rapport au seuil réglementaire de cancérologie. Entre 40% et 60% des établissements ne respectent pas les seuils réglementaires de cancérologie. Et pourtant, ils continuent à faire de la cancérologie et pourtant, ils sont remboursés par rapport aux actes qu'ils facturent. Ou alors, ces indicateurs de résultats, ils sont rejetés. Je fais référence à un débat qui est homérique sur les taux de mortalité en France, où il y a eu des débats, des querelles d'experts il y a une dizaine d'années sur l'affichage ou non de ces taux de mortalité en France. C'est vraiment quelque chose de complètement hors sol par rapport à ça. Et quand on regarde finalement cette culture des résultats, on retrouve dans les pays anglo-saxons cette culture des résultats. C'est-à-dire, par exemple, en Australie, ils recueillent depuis de très nombreuses années et ils utilisent systématiquement en routine depuis longtemps des indicateurs de résultats. Et ils sont affichés en toute transparence et chaque acteur, chaque établissement a son tableau de bord avec ses indicateurs, des comparaisons avec des éléments comparables, etc. Et donc, me vient au troisième élément culturel, c'est qu'on n'a pas la culture des comparaisons. Je rappelle les très nombreux débats sémantiques. On ne peut pas se comparer, on ne fait pas la même chose. Et je rappelle, et Hubert sera là pour en témoigner, lors d'un récent échange qu'on a eu avec les experts, il ne fallait pas parler de classement, parce que le classement, c'est négatif quand vous êtes en bas du classement. Palmarès, c'est bien parce qu'on n'identifie que les premiers. Et vous savez que, par exemple, le palmarès du point, n'a jamais pu afficher au-delà que les premiers en France, parce que s'ils affichaient les mauvais, il aurait été effectivement condamné par effectivement la justice, par les personnes qui disaient mais pourquoi vous nous avez mis en bas de peloton, etc. Donc on a vraiment cette culture de comparaison, elle n'est pas une culture qui est effectivement toujours partagée en France. Alors quand on regarde finalement l'utilisation de ces données médicales, on pourrait dire qu'il y a quatre grands usages. Il y a deux usages concernant l'évaluation. Alors, il y a l'évaluation interne, par exemple, dans un établissement, pour piloter la gestion interne d'un établissement, vous pouvez piloter avec les données médicales le projet médical, contractualiser avec les pôles, développement de l'ambulatoire, etc. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ces informations dans les pratiques professionnelles par rapport au suivi et par rapport à l'évaluation de cette pratique, voire des publications qui sont effectivement le fait d'un certain nombre d'établissements. À côté de cette évaluation interne, il y a ce qu'on appelle l'évaluation externe. Donc les données, elles peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion externe. Par exemple, les ARS qui contractualisent avec les établissements peuvent utiliser les données dans le cadre d'un contrat reliant la tutelle avec l'établissement de santé. On peut utiliser aussi ces données dans les restructurations sanitaires. Et puis il y a aussi toutes les procédures d'évaluation externe. On a parlé de la certification de la Haute Autorité de Santé. Vous avez aussi le contrôle financier par les chambres régionales des comptes pour les établissements publics, etc. Donc on utilise aussi ces données, peut-être pas assez suffisamment dans le cadre de l'évaluation externe. Le troisième grand usage de ces données médicales, c'est tout ce qui touche à l'allocation des ressources, l'évolution de la tarification, ou si la politique d'intéressement des professionnels de santé. Et puis le quatrième élément, c'est tout ce qui tourne autour de la diffusion publique, avec notamment effectivement l'utilisation de cette information dans le cadre de palmarès, d'articles de presse, etc. Donc vous voyez qu'en fait, on a des données médicales, on a en France des avantages très importants,
On a un problème culturel et pourtant, il y a une possibilité multiple d'utilisation de ces données selon ces quatre grands usages. Alors, quand on veut parler de l'utilisation des données médicales, selon moi, il y a les conditions à effectivement suivre. On a classiquement ce qu'on appelle le pouvoir de l'information, c'est-à-dire celui qui détient l'information, il a le pouvoir. Exemple, quand la T2A est arrivée, il y a eu les nouveaux pouvoirs des départements d'information médicale dans les établissements, puisqu'ils maîtrisaient l'information, ils avaient un pouvoir par rapport au pouvoir traditionnel du directeur général ou du directeur des affaires financières. Et les conditions essentielles, à mon sens, c'est que l'information doit être en accès libre, en open data et en toute transparence. Pourquoi? Car la symétrie d'information, c'est bien la base d'un dialogue constructif. Vous ne pouvez pas avoir de dialogue constructif si d'un côté, vous avez un acteur qui a plus d'informations que l'autre. Premier élément. Deuxième élément, le temps médical est précieux, comme vous le savez, et il ne faut pas qu'il y ait une perte de temps à rechercher l'information. Dès que vous mettez effectivement des identifiants, des mots de passe, etc., vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment, du fait du manque de temps, effectivement, on se déconnecte par rapport à la recherche de cette information. Et puis troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société hyper connectée et c'est difficile de restreindre son accès. Donc finalement, tout le monde doit avoir accès à tout sans restriction et finalement, c'est l'expertise métier, c'est la compétence et la connaissance du terrain qui permettent d'en maîtriser le contenu et son interprétation. Donc il ne faut pas se battre sur effectivement la restriction de l'information, mais il faut plutôt se battre sur le côté d'expertise, métier, compétences, etc. Alors la question qui m'était posée, transparence, nouveau paradigme, ou moi j'ai plutôt dit ancien persistant. Alors, il faut savoir que le premier palmarès qui était publié en France sur les hôpitaux était publié par Sciences et Avenir en 98 à partir du PMSI. Et la question, finalement, c'est qu'en est-il 27 ans après? Et je voulais l'illustrer par la suite avec trois retours d'expérience. Le retour du ministère de l'Éducation nationale et puis deux retours personnels, puisque j'ai piloté au niveau national les outils Hospediag et puis l'outil Visushir. Alors, premier retour d'expérience, c'est l'éducation nationale. Quand vous allez sur le site du ministère de l'Éducation nationale, vous tombez sur cette page et voyez qu'il y a marqué les indicateurs de résultats des collèges et des lycées. Et vous avez accès pour chaque collège et chaque lycée à un certain nombre d'indicateurs qui sont le taux de réussite au bac globalement, mais vous l'avez aussi par section. Vous avez le taux d'accès à la seconde, vous avez le taux de mention et même le dénombrement et le détail des mentions. Et vous avez même des indicateurs de valeur ajoutée, c'est-à-dire il y a des retraitements statistiques qui sont faits par le ministère par rapport à des taux bruts de réussite pour prendre en compte les facteurs individuels des élèves et éliminer tous les facteurs extérieurs au lycée. Alors, vous avez par rapport effectivement aux facteurs individuels des élèves, sur l'âge, le sexe, le niveau social, le niveau effectivement de connaissances, etc. Donc là, l'idée, c'est, au travers de ces indicateurs, on ne conserve que l'action propre du lycée ou effectivement du collège. Donc la question que je pose, c'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, qui est un ministère politiquement au moins aussi sensible que la santé, produit depuis plusieurs années des palmarès officiels et pas la santé? Qu'est-ce qui fait finalement que une administration, un ministère le fait et pas l'autre? Alors, je voudrais compléter avec mon deuxième retour d'expérience, puisque effectivement, j'ai piloté au niveau national l'outil Hospediag. Alors, l'outil Hospediag, c'était un outil qui était porté par deux agences nationales en lien avec le ministère de la Santé. Et à l'époque, la responsable du ministère de la Santé, c'était Annie Podder, et je pense qu'elle a eu un rôle très important dans le portage du projet. Sans elle, je pense que le projet n'a pas été porté. Alors, Hospediac, c'est quoi? Alors, c'est un tableau de bord qui permet de comparer la performance des établissements de santé. Donc, il y a tous les établissements dedans qui font de la médecine, de la chirurgie obstétrique, tous les publics et les privés. Et en fait, on compare ces établissements selon 68 indicateurs, selon 5 axes: l'activité, la qualité, l'organisation, RH et finances. Et c'est issu de 10 bases de données, la base PMSI, mais vous avez aussi le bilan social, vous avez les bases qualité de la HAS, vous avez les liasses fiscales des grèves des tribunaux de commerce pour le côté financier des cliniques privées. Alors, il était mis en ligne en 2011. Et en fait, c'est un projet que l'on peut considérer rupture. Pourquoi? Parce qu'on m'avait demandé de faire finalement trois outils. Faire un outil pour les CH parce qu'on pouvait comparer les CH qu'entre eux, pas avec les autres. Faire un outil pour les CHU parce que finalement vous êtes CHU, donc vous ne pouvez pas vous comparer avec le reste. Et puis un troisième outil, faire un outil que pour les cliniques privées. Et donc j'ai réussi, et c'est là je pense que c'est une véritable rupture,
de dire on ne va pas faire trois outils avec des indicateurs différents, on va faire un seul outil où tous les établissements seront dedans, tous les indicateurs seront identiques, on va essayer d'avoir un consensus sur effectivement ces 68 indicateurs, et on va screener tous les établissements autour de ces 68 indicateurs, qu'ils soient ou non établissements hospitaliers universitaires, publics ou privés. Et là, vraiment, je pense qu'il y a eu la première rupture importante avec la comparaison et la transparence publique-privée. On est allé assez loin puisqu'on a réussi à les comparer au niveau de leur attractivité. En particulier, on a introduit les notions de part de marché, qui était à l'époque un gros mot qu'il ne fallait pas employer. On a quand même réussi à le faire. On a introduit effectivement des comparaisons sur la spécificité, en particulier les CHU qui avaient des indicateurs spécifiques. On a essayé aussi de les comparer parce que d'une manière plus pertinente que selon leur activité classique, puisqu'en fait, on a fait des redressements sur les case mix, c'est-à-dire on a créé des typologies d'établissements pour comparer des établissements qui étaient complètement comparables. On n'avait pas comparé le CHU avec effectivement la clinique du Point. Et surtout, on a affiché systématiquement pour chacun des indicateurs les 20% d'établissements les meilleurs sur cet indicateur et les 20% d'établissements les moins bons sur cet indicateur. Alors, je vais vous montrer ce que ça correspond. Vous avez, alors, c'est un outil qui est accessible, hein. Il est en open data aujourd'hui. Je vais vous expliquer le combat homérique qu'on a eu pour le mettre en open data. Recours référence. Recours référence dans l'activité de médecine chirurgie obstétrique. Donc, vous voyez qu'en 2023, 9,51% des séjours de la Pitié-Salpêtrière étaient effectivement des séjours dits de recours référence. Alors, il y a deux choses intéressantes là-dessus. Premièrement, 10% de recours, ça veut dire que 90% de l'activité de la Pitié-Salpêtrière, qui est quand même le plus gros établissement français, voire d'Europe, est de la proximité. Donc ça veut dire ça, c'est extrêmement important. Donc par rapport au discours que je trouve inadapté de dire les CHU doivent se recentrer sur leur recours, leur référence et ne plus rien faire d'autre, vous ne pouvez pas vivre avec 10% d'activité. Forcément, vos 90% de proximité sont un élément essentiel par rapport à la poursuite de votre activité de recours de référence. Et deuxième élément, on comparait effectivement ce recours référence de la pitié par rapport aux autres. Donc vous voyez qu'il y avait trois comparaisons. Comparaison au niveau de la région, comparaison au niveau de la catégorie juridique et comparaison au niveau de la typologie. Vous voyez que la Pitié-Salpêtrière fait partie des 20% d'établissements qui sont les plus élevés sur cet indicateur, avec la PHM, le CHU de Bordeaux et le CHU de Tours. Et vous avez à l'opposé ceux qui ont effectivement cet indicateur le plus bas, le CHU de Nîmes, le CHU de Rouen et le CHU de La Réunion. Donc, vous voyez qu'on affichait d'une manière transparente, et c'est toujours affiché aujourd'hui, ce qui est un peu assez extraordinaire, qu'on a effectivement permis que cet outil effectivement soit pérenne. Alors, je voudrais évoquer avec vous quand même la bataille homérique pour la mise en place de l'open data en 2012, car c'est un élément essentiel qui explique probablement les freins culturels par rapport à ces différents éléments. En octobre, alors c'est un outil qui était initialement non accessible en open data. En octobre 2011, il y a une demande de l'hebdomadaire du Point d'avoir un accès à l'Euspidiag. Réponse négative, bien entendu, par rapport aux tutelles. Et donc, en novembre 2011, ils saisissent la CADA, la Caisse d'accès aux documents administratifs, pour avoir accès à effectivement l'outil Euspidiag. Décembre 2011, l'avis CADA, le caractère est communicable des informations sous réserve qu'il soit possible d'occulter les données couvertes par le secret industriel et commercial. Donc, la CADA considérait que tous les hôpitaux publics, comme c'est les informations publiques, tout est communicable, et les cliniques privées, toutes les données sont protégées puisque l'activité, l'organisation, les RH financières, c'est couvert par le secret industriel et commercial. Donc, on se retrouvait avec d'un côté, et ils nous demandaient de scinder l'outil en deux, c'est-à-dire un outil que pour le public et puis un outil pour le privé où il n'y avait que les données de qualité qui étaient effectivement disponibles. Retour des fédérations, et là je vous ai mis deux éléments des fédérations. MCO à droite, un même métier, une même passion, hospidiagnosticons public et privé, c'est-à-dire le privé, la FHP, a dit il faut qu'on on se mette un seul outil et qu'on se compare l'un en l'autre. Et puis de l'autre côté, la FHF, M. Valtou à l'époque, a dit la FHF alerte les pouvoirs publics contre toute dérive consistant à utiliser Hospidia comme outil de comparaison, voire comme base d'un palmarès, cette approche réductrice ne pouvant conduire qu'à une démotivation des personnels hospitaliers. Nous ne pouvons à cet égard que déplorer certains supposés de la construction du modèle Hospidiag qui font de l'organisation des soins dans les cliniques privées un modèle de référence implicite. La FHF reste donc extrêmement vigilante sur le dossier. Sauf que l'avis de la CADA rendaient leurs données publiques, les données des établissements
publics, des hôpitaux publics et pas ceux du privé. Et là, il y a eu effectivement un accord de toutes les fédérations disant on ne coupe pas, on ne fait pas Salomon, on ne coupe pas effectivement l'outil en deux, on donne accès à tout et après on essaye d'accompagner effectivement le déploiement de cet outil. Donc s'il n'y avait pas eu à un moment donné cet accord de la part des fédérations en disant finalement on ne va pas couper effectivement cet outil en deux, on n'aurait pas eu effectivement cet élément en open data. Donc en juin 2012, il y a eu l'ouverture en open data. Je vais aller très rapidement. À la suite de cette ouverture, il y a des publications presse entre 2016 et 2012 et 2016 à partir de Spitiag. Vous voyez Le Point, le scandale des hôpitaux. Urgence, un service sur 10 menacé de disparition. Le Figaro Économie, restructuration en vue dans plus de 60 services de chirurgie. L'absentéisme gangrène fortement l'hôpital public. Chirurgie ambulatoire, le classement complet. Donc ça veut dire que quelque part, il y a eu l'utilisation de cette donnée, de cette base de données, pour alimenter au moins la réflexion, au moins le débat. Patacrac, la loi du 26 juin 2016 sur la modernisation du système de santé a restreint l'usage du PMSI et a dit l'utilisation ne doit pas être libre du PMSI uniquement si c'est une finalité, un intérêt public. Il faut une autorisation préalable par la CNIL après un avis d'un comité éthique et scientifique. Et il y a un refus d'autorisation de la CNIL à accéder à la base PMSI, je le rappelle, pour le point entre 2022 et 2023, au motif d'une méthodologie contestable et dépourvue d'intérêt public. Alors, dernier retour d'expérience, et je vais avoir 2 minutes sur l'outil Hospidia que je vous ai déjà effectivement présenté, qui est un outil qui permet d'analyser, de suivre et de comparer les pratiques chirurgicales, qui est mis en ligne en open data depuis 2018 et dont on a intégré des indicateurs de résultats en novembre dernier sous forme de taux de réhospitalisation à 30 jours. Donc là, par exemple, je vous montre les taux de réhospitalisation en 30 jours en France de toutes les prothèses totales de hanche dans dans les 731 sites, avec un taux national de réhospitalisation dans les 30 jours de 4,3%. Et donc, vous avez effectivement à gauche les 10% d'établissements qui réhospitalisent le moins, et à droite, vous avez les 10% de sites chirurgicaux qui réhospitalisent le plus. Et quand vous regardez dans les 10% de sites chirurgicaux qui réhospitalisent le plus, vous voyez le plus haut, là, vous avez un pic complètement à droite, c'est l'hôpital civil qui fait moins de 11 prothèses totales de genoux effectivement par an. Et il a un taux de réhospitalisation à 30 jours de 300% par rapport effectivement à ces moins de 11 prothèses totales effectivement de genoux. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut voir au travers de cet outil, finalement les 25% qui hospitalisent le moins, ils sont sous les 2,2 et les 25% qui hospitalisent le plus, ils sont au-dessus de 5,88. Alors on a voulu aussi au travers de cet outil, là c'est un outil qui permet effectivement de mesurer les taux de réhospitalisation de 30 jours, acte par acte et établissement par établissement. On a voulu avoir une vision globale pour un établissement, donc on a fait ce qu'on appelle un indice global de réhospitalisation à 30 jours. Donc là, on prend le case mix de chacun des établissements et on compare acte par acte son taux de réhospitalisation par rapport à la moyenne nationale. Et vous voyez, la moyenne nationale, ici, elle est située en bleu. C'est la courbe, enfin c'est la droite, pardon, en pointillé bleu. Si vous êtes au-dessus de cette courbe bleue, vous réhospitalisez plus que la moyenne nationale à case mix identique. Si vous êtes en dessous, vous hospitalisez moins que la moyenne nationale à case mix identique. On a voulu aussi intégrer un élément de volume, c'est-à-dire à droite, vous avez les gros établissements, donc on compare les gros établissements entre eux, puis à gauche, vous avez les petits établissements, donc on compare les petits établissements entre eux. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, ici, vous avez le CHU d'Amiens, vous voyez, qui est considéré dans des gros établissements Amiens Sud, qui hospitalise beaucoup moins que la moyenne nationale à case mix identique, qui est dans les 25% d'établissements qui ont l'indice le plus bas. Vous avez ici la Pitié-Salpêtrière, qui est juste en dessous, effectivement, de cette courbe bleue qui hospitalise moins, qui est dans les 50% autour de la moyenne nationale. Et vous avez ici l'hôpital Claude Urias du CHU de Lille, qui hospitalise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la moyenne nationale à case mix identique. Donc là, ça permet effectivement de comparer les établissements de santé selon des indicateurs de résultats, les premiers indicateurs de résultats, en standardisant sur le case mix et en standardisant sur le volume d'activité pour que les choses soient complètement comparables. Et en conclusion, donc, la transparence du système de santé passe obligatoirement par la transparence des données. Il me semble que c'est un apprentissage très long parce qu'à la fois, il faut posséder la culture de l'utilisation de pilotage et il faut aussi posséder la culture des résultats. Mais la double condition, selon moi, Open Data Benchmark. Open Data, c'est-à-dire tout le monde
doivent avoir accès en tout sans restriction. Et c'est bien l'expertise, la compétence, la connaissance qui permettent d'en maîtriser le contenu et son interprétation. Et le benchmark, c'est bien la comparaison avec les autres qui permet de faire évoluer spontanément les pratiques chirurgicales. Et ça a toujours été le positionnement de cet outil auprès des professionnels. Alors, transparence, moi je pense que c'est plutôt un ancien paradigme persistant, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus partagée. Alors, c'est une réponse peut-être de Normand, mais je pense qu'on a fait un grand chemin, mais il y a encore un chemin important devant nous par rapport à la transparence totale de ces données. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour tout ça, parce que Ouais. c'est pas le tout de le présenter, c'est de l'avoir fait. C'est de l'avoir fait. Voilà. C'est de l'avoir fait. Et donc, Jean-Claude, oui. Oui, ben, je me peux que je l'ai suivi depuis le début, hein, comme tout le monde, et puis on a travaillé un petit peu ensemble. Et je voudrais te faire directement encore une demande et officielle, puisque tu sais qu'on a travaillé sur ce rapport, moi d'abord sur l'Île-de-France et après, je veux dire, sur le plan national, sur le taux de chirurgie mini-invasive, etc. En sachant que là, je veux dire, si on parle des données en termes de financiers, comme on a vu avec Frédéric, on sait que cet écart de 40%, je veux dire, de différence entre le mini-invasif et l'ouvert qui reste en France de manière inhomogène, c'est des centaines de millions d'euros qui sont derrière. Donc je voudrais bien qu'on aboutisse sur ce travail. Et je crois avec Jacques, vous m'avez proposé, etc., mais on ne l'a pas mis en marche. Alors, on devait. Est-ce qu'on va le faire? Parce que je sais que vous avez fait une étude qu'on a vue d'ailleurs qui ressemble beaucoup à la nôtre. Donc, il faut qu'on conclue et que les gens puissent voir, là, parce que c'est quelque chose d'excessivement important. Et ça permettrait des éléments ciblés quand on a parti, les éléments régionaux parfaitement ciblés et non pas des décisions d'en haut avec. Je veux dire, des arrêtés d'ARS qui viennent de haut. Voilà. Donc, Parfait. Ben, j'entends bien cette demande et on a déjà répondu un peu partiellement puisque aujourd'hui l'outil Visushare permet effectivement ces comparaisons. Donc aujourd'hui c'est accessible, c'est-à-dire vous pouvez, on a pris tout à l'heure l'exemple des prostatectomies, vous pouvez comparer les prostatectomies par chirurgie robotique, par célioscopie et par laparotomie en termes de durée de séjour, en termes de taux de réhospitalisation, etc. Et ça confirme effectivement les résultats qui sont que les robots sont plus sécures que la chirurgie laparotomique. Ça sur des données en millions et en millions de séjours sur plusieurs années. Donc ça, on a déjà indirectement une première effectivement réponse. Après, la grande difficulté, je pense, et c'était évoqué avec la chirurgie robotique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la chirurgie robotique est rémunérée au même niveau que la chirurgie célioscopique. Elle n'est pas rémunérée, mais elle est rémunérée au même niveau que la chirurgie robotique. Et quand on voit effectivement des durées de séjour différentes et des taux de hospitalisation différents, on pourrait dire que logiquement, il faudrait privilégier la chirurgie robotique pour les prostatectomies, aux dépens, bien sûr, des laparotomies et peut-être aussi un peu aux dépens des célios. Et en fait, la question, c'est le courage pour dire il ne faut plus, sauf exception, faire de la chirurgie laparo. Ce sera le courage politique. Dire quelque part, à un moment donné, si on veut mieux valoriser, effectivement, hein, si on veut mieux valoriser une innovation chirurgicale, il faut se poser la question sur effectivement les techniques plus obsolètes. Est-ce qu'on continue à les rembourser au même niveau? Gilles, ce n'est pas la valorisation. On a 40% de nos concitoyens qui ne sont pas dans la démocratie sanitaire, Ça, c'est un autre qui sujet. ne sont pas dans la Sujet de pertinence des l'information. soins et qui, d'après toutes les études, ont des complications plus importantes. Et en plus, ça coûte deux fois plus cher ou trois fois plus cher. Et il faut qu'on aboutisse à ça. Et j'aimerais qu'on le publie ensemble, enfin, Pour tirer le fil avec de, l'académie. Hein, c'est l'académie. Hein. Gilles, pour tirer le fil de Jean-Claude, qui me semble essentiel, d'abord, bravo pour ce que tu as fait Visushare, pour la présentation et pour Visushare, parce que c'est vraiment un outil remarquable. Mais je trouve que la CNAM gagnerait, et ça l'aiderait à peut-être mieux gérer les deniers publics, qui sont des deniers 100% publics, en allant le cran d'après avec toutes ces données qui, je ne suis pas sûr, parle à beaucoup de gens. Parce que tu sais, quand tu as un taux de réhospitalisation, évidemment, pour les chirurgiens, ça parle. Mais est-ce que ça parle aux autres? Je n'en suis pas sûr.
En revanche, si tu mets derrière une valorisation financière sur toutes ces données-là, ce qui n'est pas très compliqué, parce que tu as les données évidemment avec une valeur moyenne, je pense que ça gagnerait en impact. À la fois sur les différentes pratiques, à la fois sur les réhospitalisations, et ça manque. Et de façon plus générale, après je te donne la parole, de façon plus générale, je crois que si l'assurance maladie partageait la problématique d'une meilleure gestion des ressources financières avec les professionnels de santé, avec moins de réticence à partager les données, parce que souvent il y a cette difficulté un peu à la partager, je pense que ça serait très important dans la bonne allocation des ressources. Alors, je pense, pour compléter une réponse rapide par rapport à cet élément, c'est vrai que VisuShare était conçu comme un outil au service des professionnels et à destination des professionnels pour faire évoluer spontanément leurs pratiques, évaluer et évoluer spontanément leurs pratiques en vue de changement de pratique. Il faudrait, et là je vous rejoins complètement, aller à partir de VisuShare, avoir un outil plutôt grand public, pourquoi pas un système d'étoiles, hein, enfin, c'est assez facile puisque tout est classé selon effectivement des déciles, etc. De vulgariser un petit peu cette information et puis effectivement de faire un outil pratique à destination de Madame Michu qui, elle, n'a pas cette information, elle n'a pas la capacité effectivement de la connaître, voire même de médecins généralistes. Parce que derrière, les médecins généralistes, ils n'ont pas forcément le temps ni la connaissance de cet accès à l'information. Donc, en fait, ils ont leur réseau de professionnels, mais sans pouvoir mettre forcément toujours des éléments objectifs sur ce réseau de professionnels. Là, ils ont des éléments objectifs qui sont clairs. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement, il faut qu'on aille un cran plus loin. Après, c'est une décision politique. Hubert, Donc, Hubert, on va faire Denis Vincent, ensuite François François Richard. Richard et Albert-Claude Benamou. Donc, Juste, Denis Vincent, question oui, courte. question courte. Moi, je trouve que les deux interventions, merci monsieur de votre présentation, de vous-même et de monsieur Joannet se rejoignent parce que on peut considérer que les gens qui sont à l'écart, les 20% en dessous, sont en tort ou ont pris du retard sur leur progression professionnelle. Et donc, plutôt que de sanctionner financièrement, enfin, par la publicité et donc avec une sanction de recrutement plus ou moins financière selon l'activité, etc., que les sociétés savantes, ce que proposait Hubert tout à l'heure, est une démarche constructive en disant, bon, voilà, là, maintenant, il y a un problème, il faut vous donner les moyens de vous former, etc., réévaluation l'année prochaine, et puis éventuellement, des choses après, une étape de sanction, mais voilà, si on prend le livre Décision absurde, on se rend compte que pour que les erreurs soient envisagées de façon constructive, il faut pas sanctionner dans un premier temps. Bon, les lumières vont s'éteindre dans 15 minutes. Donc, question de François Richard, et puis tu vas répondre. Et ensuite, encore d'autres questions. Oui, non, les questions, c'était pour féliciter Gilles d'abord. Et ensuite, je pense que ce qu'il faut, c'est que très rapidement, puisque les outils maintenant pour avancer, on commence à en avoir un certain nombre, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive, et le rôle de l'Académie de chirurgie est important là, à poser officiellement au pouvoir politique et au pouvoir de tutelle avec lesquels on travaille un certain nombre de questions avec des cas d'usage précis comme par exemple Gilles l'a fait tout à l'heure en posant le problème du remboursement du robot, suivant que c'était remboursement au niveau robot, au niveau Célio, au niveau de la parotomie, etc. Poser des vraies questions pratiques, précises, et travailler, et leur proposer de travailler avec nous. Et s'ils ne veulent pas travailler, ben, on travaillera sans eux et on donnera les résultats pour donner des résultats chiffrés et pour avancer. Puisque maintenant, grâce à Visushare, on a un certain nombre d'outils. Les données des robots, on commence à avoir des données avec le PMSI de façon importante. On peut aboutir à des chiffres qui commencent à devenir parlants. Et pour la notion du mini-invasif dont parlait Jean-Claude également. Donc je crois qu'il faut prendre 4 ou 5 exemples pratiques, poser les questions officiellement, les poser officiellement aux députés, etc., et commencer à donner les résultats là-dessus. Parce que à ce moment-là, obligatoirement, on va être obligé de donner des réponses. Et en donnant les réponses, on verra qu'il faut qu'on évolue et qu'on change les habitudes. Sinon, les habitudes ne changeront pas. On aura toujours la possibilité d'avoir des études, mais elles ne seront pas faites. Donc, il faut forcer de les faire. Alors,
réponse à Denis Vincent et à François Richard, quels sont tes... Oui, j'adhère complètement à ces propos. Je pense le rôle très important de l'Académie de chirurgie qui a participé à la fois au comité d'experts et puis à porter au travers de cette assemblée cet outil. Je pense que c'est le rôle fondamental de l'Académie de chirurgie, des sociétés savantes et des CNP. Maintenant, elles sont disponibles depuis 7 ans en open data, de se rapproprier les données. Je sais qu'il y a un certain nombre de sociétés savantes qui aujourd'hui travaillent. On parlait tout à l'heure des recommandations de la SFAR sur la chirurgie pédiatrique, les nouvelles recommandations, le CNP d'ORL, à partir effectivement des données Visushir, travaille sur l'impact de ces recommandations sur le paysage sanitaire. Donc ça veut dire aujourd'hui, il y a des démarches effectivement qui sont faites par les sociétés savantes. Il faut une industrialisation, entre guillemets, de tout ce processus et que ce soit partagé par toutes les sociétés savantes qui se rapproprient cet outil. Albert-Claude Benamou. Oui, je voulais féliciter Gilles également pour son combat pour l'open data. Pour moi, c'est un sujet fondamental. Depuis longtemps, je me bats pour l'open data, en particulier pour les ressources d'enseignement universitaire. Et je pense que là, on retrouve un peu la même philosophie, c'est-à-dire au service du public, en fait. Et en l'occurrence, ces constats qui sont faits doivent devenir des éléments transformants de la pratique des gens. Si ça n'aboutit pas à une transformation réelle, que le mec de Lille n'a pas vu qu'il est largement au-dessus du taux qui est acceptable, qui serait raisonnable, et qu'il y a de bien meilleurs résultats en dessous, si personne ne fait une action transformante avec peut-être des incitations positives, mais également peut-être des incitations négatives, c'est-à-dire enlever des autorisations de pratiquer telle ou telle chirurgie. Je ne sais pas. Il y a différents moyens. Après, c'est des décisions politiques. On a bien vu que l'ancien ministre Valtou, actuellement président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, il était un peu réservé en disant, vous allez donner des aînés, l'activité, les gens vont renoncer, vous allez les stériliser, vous allez les bloquer. Donc il faut être à la fois les pousser à devenir meilleurs et avec des outils, alors qu'il faut mettre au point peut-être je retiens ce qu'a dit Frédéric, c'est-à-dire plutôt des outils positifs, c'est-à-dire des incitations positives. Alors, deux questions rapides. La première, c'est qu'il n'y a pas que les chirurgiens qui ont accès à Visisure. Il y a aussi nos amis, les administrateurs et autres édarques, qui auront une forte tendance à utiliser cet outil pour nous donner ou nous refuser les accréditations. Ça, c'est la première question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. Et la deuxième question, je voulais savoir si ça a une valeur médico-légale, c'est-à-dire dans une expertise civile. Si des avocats arrivent en disant, mais écoutez, vous êtes fait opérer dans une clinique qui est à 80% au-dessus de la ligne bleue des Vosges, comment pouvez-vous continuer à exercer? Alors, pour la première question, on est en open data, donc tout le monde a accès administratif, tutelle, professionnel de santé, Madame Michu, si elle sait lire, ou les associations de patients, parce qu'eux, ils savent lire. Ils savent lire effectivement ces données. Tout le monde a accès. Après, c'est l'expertise, la compétence qui fait la différence. Dire que effectivement, le chiffre brut en tant que tel, si vous ne le reliez pas à d'autres indicateurs, etc., il n'a pas de sens. Donc, je pense que le rôle des professionnels de santé qui connaissent bien les interventions chirurgicales, le terrain des patients, etc., a son rôle, effectivement, j'allais dire probablement de faire monter en compétence l'ensemble des utilisateurs de cet outil. Ça, c'est le premier élément. Concernant le deuxième élément sur l'aspect médico-légal, ce sont des bases publiques. Donc, qui dit base publique dit ce sont des bases officielles, publiques, etc. Donc, vous pouvez utiliser cette information, j'allais dire, comme critère médico-légal, tout à fait. Attendez, non. Laurent Sedel, dernière question. Voilà. Moi, j'ai été très confronté avec les registres, en particulier en Suède, parce que je suis sur les prothèses de hanche. Ça existe depuis 40 ans, 45 ans. Et c'est remarquable parce que c'est une démarche qualité. C'est purement une démarche qualité. Ça n'a rien à voir avec le côté répréhensible dont vous parlez. C'est juste savoir où se situe chacun. Donc, chaque chirurgien en Suède, il sait exactement son taux de réopération sur ses prothèses de hanche. C'est ouvert, hein, et c'est ouvert, ça fait 40 ans que toute la société suédoise le sait.
Ils ont d'ailleurs démontré comme ça que ça se passe beaucoup mieux dans les cliniques, les petits hôpitaux qu'au CHU, parce que dans le grand centre, à Göteborg, à Copenhague, ils ont beaucoup plus de problèmes. C'est normal parce que tous les gros problèmes graves arrivent là. Enfin bon, c'est extrêmement performant. En France, ça fait 30 ans qu'on le demande depuis longtemps, on ne l'a jamais obtenu. On a obtenu uniquement, il fallait déclarer les événements indésirables graves. Vous connaissez ça très bien. Ça sert absolument à rien. Parce que qu'est-ce que c'est un événement indésirable grave? C'est tous les patients qu'on opère, en fait. Vous voyez, On va remercier. Alors, on a une culture effectivement latine, et pas forcément la culture anglo-saxonne que vous développez. Après, sur la transparence, il faut peut-être distinguer la transparence externe de la transparence interne entre pairs. Je pense au registre du thorax où un chirurgien avait été mis en cause Oui. et que les données du registre montraient qu'il était parfaitement dans les clous et ça lui a servi. Et je pense que ces notions de transparence interne permettraient de probablement bien gérer les sujets entre pairs, Bien sûr. aiderait les choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Juste encore une question très très courte. Mais on a dit qu'on à propos des prostatectomies, tu as dit qu'il y avait 3 façons de procéder en disant la laparotomie va être exclue. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on exclut Sauf une exception. procédure uniquement comme ça. Elle va disparaître d'elle-même puisqu'elle sera moins bien remboursée, elle aura davantage de complications, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on ne peut pas Voilà. dire qu'il ne faut pas le faire. Disons qu'il faut s'interroger sur les pratiques. Il faut s'interroger. C'est la même question de la radio du crâne par rapport à l'arrivée du scanner. On a continué effectivement à faire. Ça va s'éteindre tout seul. Alors, on va juste, on finit juste la session puisqu'il m'est demandé un petit mot de conclusion. D'abord, merci infiniment à la présidente, au vice-président d'avoir choisi cette séance pour parler de la réforme un peu globale du système de santé. 2 choses. La première, c'est que cette réforme, vous voyez qu'elle est globalement, elle est prête dans les esprits et sur le plan technique de ce qu'il faut faire. Il y a un consensus très large sur ce qu'il faut faire. Et donc, la question, elle est d'une prise en compte collective, d'une prise de conscience collective que cette réforme se fera s'il y a une participation collective à la réforme. C'est-à-dire qu'il faut baisser le coût politique qui est vu comme étant très élevé parce que historiquement, la santé n'a jamais été un sujet politique. On a juste un petit peu fait des ajustements à la marge du système. Mais pour le politique, c'est quelque chose qui a un coût élevé. Or, ce n'est pas vrai aujourd'hui parce qu'il y a un consensus. Mais ce consensus, il faut le faire savoir. Et donc, c'est pour ça que je me réjouis de cette séance. C'est que je pense que, évidemment, les professionnels de santé, les premiers aidant les professionnels de santé, les premiers, les médecins aidant les médecins, les sociétés savantes, doivent être partie prenante de cette réforme et elle se fera et on la réussira. Je vous remercie à tous.